la motive. I've been watching you with dark eyes every night. Counting up your sins, I keep a list. Et bonjour à tous et bienvenue sur cette première édition de la Ville Durable, un événement organisé par l'école CESI et la promotion A5 informatique de cette même école. Alors aujourd'hui nous avons tenu à faire cet événement afin de sensibiliser les personnes au développement durable, aux nouvelles technologies et en fait à cette future ville, à cette ville de demain qui nous accompagne et vers laquelle nous tendons. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter différentes technologies, nous allons aborder différentes réflexions et différentes choses sur ce même thème. Donc ça sera découpé en 3 parties. La première qui sera donc sur le véhicule de demain avec le projet Avatar. Ensuite ce sera suivi d'un spécialiste de l'énergie avec qui nous allons parler de l'énergie nucléaire ainsi que du débat qui fait beaucoup parler en ce moment d'apposer un label vert sur l'énergie nucléaire, donc une énergie qui serait propre. Et ensuite nous allons finir avec la valorisation des déchets et comment nous pouvons réutiliser, comment nous pouvons mettre différentes entreprises en relation afin justement de réduire l'impact de ces déchets et de les valoriser. Alors sans plus attendre, nous allons bientôt pouvoir commencer avec le projet Avatar, mais avant ça, j'aimerais tout de même remercier nos différents sponsors. Tout d'abord Delta FM 90.2 qui nous a fourni tout le matériel audio-vidéo qui nous a permis de réaliser cet événement. Ensuite, le comptoir charentais qui a offert différents objets pour remercier les intervenants qui sont venus bénévolement présenter leurs innovations, ainsi que les spécialistes qui nous ont aussi fourni différentes choses pour les remercier. Je tiens aussi particulièrement à remercier Jocelyn Niger qui nous a lui-même donné les différents éclairages qui nous permettent d'avoir un excellent setup. Alors tout de suite, nous allons pouvoir commencer avec Frédéric Moyer du projet Avatar. Bonjour. Et donc Paul Huvelin qui sera là pour discuter de ce sujet avec nous. Bonjour Paul. Bonjour à tous, bonjour Charlie. Alors, donc le projet Avatar, en quelques mots déjà, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, dès que Bien vous sûr, êtes bien sûr, assis, bien sûr. il n'y a pas de souci. On a les distances physiques, on peut bien sûr enlever le masque. Et il y a bien Parfait. sûr aussi Oui, du gel viens d'en si mettre. besoin. Alors le projet Avatar, qu'est-ce que c'est en résumé ? Ça s'intéresse à la mobilité pour la ville durable, mais ville durable, on pourrait élargir le concept au territoire durable et même interconnexion entre les villes et les communes. C'est un projet qui est né d'un constat, c'est qu'en fait aujourd'hui, quand on habite en ville, centre-ville, il n'y a pas trop de problèmes, on arrive à se déplacer très bien, à pied, en vélo, en bus, voiture électrique, il y a tout ce qu'il faut. Et puis dès qu'on s'éloigne un petit peu du centre-ville, ça devient un petit peu plus compliqué. Avec La Rochelle, on voit bien ça. Avec On voit bien ça avec La notre Rochelle, mais c'est centre-ville vrai et- avec toutes les métropoles et les villes de toutes les tailles. Et en fait, voilà, on est fortement encouragé à prendre le vélo ou le vélo électrique, les transports en commun, et c'est juste parfait quand on peut s'en contenter. Malheureusement, dans bien des cas, c'est insuffisant. C'est vrai que dès qu'on rentre un peu dans les territoires un peu de campagne, on pourrait dire, c'est vrai que le vélo c'est bien, mais ça devient un peu dangereux également sur ces routes-là, et ça a ses limites aussi de mettre 45 minutes, 1 heure pour rejoindre un transport en commun qui serait plus proche, quoi. Et qui ne sont pas très efficaces et qui ne sont pas non plus présents tout le temps. Quand on voit par exemple il va y avoir des bus toutes les 2 heures ou 3 heures, ça peut dissuader et c'est pas pratique du tout. C'est ça peut manquer un petit peu de souplesse. Donc du coup, la conséquence, c'est que tout le monde prend sa voiture faute d'autre chose sur le marché pour le faire ses déplacements correctement et en sécurité. Donc le projet Avatar, c'est quoi ? C'est finalement inventer un véhicule parti de la page blanche et issu des consultations des uns et des autres, des particuliers, des entreprises, des collectivités, qui d'une inspiration 2 roues va offrir plus de services, plus de sécurité, plus de capacité d'emport, plus de vitesse, tout en restant dans cette philosophie du 2 roues, du vélo, du système vélo même, parce que c'est aussi toute une infrastructure des villes et des campagnes, du périurbain qui est à réinventer
Aujourd'hui, tout a été imaginé pour la voiture. On a même supprimé un certain nombre de lignes de train secondaires qui, quand même, désenclavaient des territoires. Et on a dit, prenez votre voiture. Et en fait, face à tous les constats qu'on peut faire aujourd'hui d'impact des mobilités, au coût aussi sur les budgets des entreprises, des foyers, etc., la mobilité voiture est problématique. Elle est d'ailleurs de plus en plus problématique et criante, provoquant un certain nombre de crises. Et également la crise Covid a mis en avant que finalement moins se déplacer, voire rester chez soi pour télétravailler, c'était pas si mal, on pouvait le faire bien. Et la meilleure façon de ne pas impacter, c'est à la limite rester immobile ou choisir des solutions de mobilité qui soient dimensionnées par rapport à l'usage, pas surdimensionnées. D'autant plus que par exemple là on a entendu que la SNCF avait fermé un TGV sur 5, donc on a encore plus ce genre de problème qui apparaît. C'est ça, et heureusement il y a aussi des petites lignes régionales qui vont réouvrir et pour lesquelles il faut trouver des solutions complémentaires une fois arrivés à la station. Ces véhicules-là qu'Avatar imagine peuvent aussi être des solutions de relais arrivés sur un lieu de transport en commun, multimodal. Oui, et du coup, pourquoi Avatar comme nom de projet cette voiture, pourquoi Alors, il y a plusieurs explications, mais je vais faire la plus simple. La plus simple, c'est que C'est pas des bonhommes bleus dans des grandes machines. Alors non, même s'il y a une volonté environnementale similaire, mais non, plus simplement, on parle d'avatar quand on parle de multiples formes de quelque chose. Et là, en fait, sur un principe de base de véhicule, l'idée, ce sera aussi d'avoir une déclinaison et de multiples déclinaisons de véhicules futurs qui correspondront à des besoins routiers, etc. Oui, donc le but, c'est vraiment de créer un véhicule par type de besoin, mais tout en restant dans cette économie un peu ville durable, d'être un peu écologique et de créer les véhicules de demain, du coup, pour ce projet. C'est ça, c'est globalement être beaucoup plus frugal. C'est aussi raisonner en analyse de cycle de vie. Il y a eu tout un travail d'éco-conception pour se dire, souvent on se focalise sur l'usage et on dit ok, une voiture est propre parce qu'elle est électrique. En fait, c'est juste faux, ça dépend de la voiture et ça dépend de comment elle est faite. Donc c'est voir tout l'amont, avant même l'utilisation, en énergie grise, en ressources, en provenance des ressources, etc., en procédé de transformation, combien on va dépenser d'énergie, combien on va impacter déjà sur cette phase avant l'utilisation. Après, il y a l'utilisation, là, si on a fait un véhicule beaucoup plus léger, beaucoup plus efficient, il sera aussi beaucoup moins impactant, beaucoup moins consommateur, donc ça vient s'ajouter, ou se retrancher, ça dépend comment on voit les choses. Et puis aussi la maintenance, la durée de vie, si on peut prolonger la durée de vie d'un véhicule très très sensiblement parce qu'il est facile à maintenir et à la limite par tout un chacun, ça change la donne aussi. Il a plus de durée de vie, il vit tant qu'on l'entretient. Bien. Et du coup là actuellement sur votre projet, vous en êtes où concrètement ? Alors il y a plusieurs volets dans une start-up. Alors il y a le volet certes très technique, technologique de conception d'un véhicule et de sa fabrication et qui peut particulièrement intéresser les ingénieurs que vous êtes. Mais aussi, il y a tous les volets entrepreneuriaux, de création d'écosystèmes, de recherche de financement, évidemment, c'est souvent là que le bas blesse quelquefois, et de création de partenariats industriels, partenariats avec les acteurs locaux ou plus lointains. On travaille avec des structures qui sont nationales, voire européennes. Donc le projet, très local, prend une ampleur plus grande, et donc, prochaine étape pour nous, c'est de réaliser un prototype POC, preuve de concept, qui nous emmènera vers un prototype d'homologation derrière, puis une production en petite série avec des clients niche pour tester le véhicule. Jusqu'à pouvoir la vendre à grande échelle et c'est révolutionner le monde de demain du coup. Alors, c'est une révolution progressive, c'est peut-être plutôt une transition en tout cas, mais la finalité du projet, c'est effectivement pas de faire quelques véhicules élitistes qui seraient hors de prix. Il y a beaucoup de projets dans le monde qui sont sur ce volet-là. On fait de très beaux véhicules, très efficients, mais juste inabordables. Et c'est pas comme ça qu'on va réduire sensiblement l'impact des mobilités. Donc la seule solution, et c'est pour ça qu'on s'est mis ça dans le cahier des charges, c'est pas par pure générosité, c'est de faire un véhicule qui soit
très abordable pour vraiment sensiblement réduire l'impact de cette mobilité. Et alors, cerise sur le gâteau, l'idée, c'est pas aussi de centraliser, par exemple en Chine ou ailleurs, une production et de l'exporter ensuite, mais c'est d'avoir des kits qui sont produits localement. Alors, quand je dis localement, ça peut être dans n'importe quel pays ensuite, et assemblés dans des micro-ateliers locaux aussi, créant des emplois locaux, étant distribués. Alors voilà, par exemple sur La Rochelle, il y aura un site pilote d'assemblage, de distribution et de maintenance qui sera dupliqué ensuite dans d'autres régions, d'autres départements et d'autres pays. Mais l'alimentation de ces sites pilotes, ce ne sera pas une méga usine quelque part dans le monde qui alimente. C'est en open source, envoyer les plans et les éléments pour que chacun puisse s'accaparer du sujet et le produire chez lui. Et du coup, s'affranchir un petit peu des dépendances qu'on pourrait avoir avec des grosses entreprises, et comme on l'a vu avec la crise du Covid par exemple, être totalement bloqué en cas de problème. En plus d'être du coup plus intéressant pour les villes qui vont héberger ce type d'usine, puisqu'on va produire localement et que ça va produire des nouvelles ressources. Donc ça règle beaucoup de problématiques, je trouve. Et exactement, en fait on a vite vu avec non seulement les épisodes Gilets jaunes ou les épisodes Covid que quand la mobilité s'arrêtait, tout s'arrête un petit peu. Et on parle de villes durables et de territoires durables. En fait, on peut les comparer un petit peu à des organismes vivants. On parle d'ailleurs de circulation, de fluidité, de bouchons. C'est un vocabulaire qui est très similaire. Et bien en fait, dès que la circulation ou la mobilité s'arrête, tout s'arrête et l'organisme meurt. Donc si on ne veut pas que nos villes et nos territoires meurent, et c'est un peu ce qui se passe quelquefois quand ils sont enclavés ou trop loin de tout, et bien malheureusement, voilà, l'organisme ralentit ou s'arrête. Donc il faut donner des solutions. On est juste une solution de petits globules rouges qui vont véhiculer un peu d'oxygène sur les territoires. Ok, très bien. Du coup, là, actuellement, vous avez un prototype donc, qui est créé au sein du Fab Lab du CESI. Donc un peu un Clin d'œil à Jocelyn Niger. un prototype donc, qui est en polystyrène surtout. Comment vous l'avez un peu assemblé? Bien sûr, on mettra la description et le lien vers votre site et des images un peu de ce prototype en commentaire sur cet enregistrement du coup, malgré le problème technique. Mais où est-ce que vous en êtes? À combien il peut rouler? Combien il va consommer par rapport, par exemple, à une voiture actuelle? Quel est le but de ce prototype et combien on va pouvoir économiser économiser. C'est un peu un mauvais terme en économie, en mobilité durable, mais tout le monde m'aura compris un peu. Alors, bon, sur la partie réalisation du prototype, en fait, on est parti d'une maquette statique qui était effectivement entièrement en polystyrène et donc un peu taillée à la serpe, coupée, recollée, etc. C'est comme ça qu'on avance au début, et puis à moindre coût aussi, qu'on a rendu ensuite mobile pour pouvoir faire ces tests et puis des essais avec des utilisateurs potentiels. Alors ça roule aujourd'hui à 45 km/h, le produit futur roulera à 90 km/h, il sera un quadricycle lourd, qu'on pourra aussi brider en quadricycle léger sans permis, donc le même véhicule fera les deux usages. Et donc par rapport à ce travail, c'est vrai que sans le Fab Lab et sans le CESI, on n'aurait pas pu le réaliser. Ça nous a permis d'être hébergés, d'avoir, grâce à Jocelyn, tous ces outils à disposition, donc c'était juste parfait. Vous parlez de quadricycle. Je pense que tout le monde avait en tête à la base une voiture. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que ça veut dire, ce que c'est réellement? Quelle est la différence avec une voiture? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs catégories d'homologation, on va dire, entre le vélo et la voiture. Et les quadricycles sont des catégories intermédiaires. Le quadricycle lourd a comme limitation d'être limité à 4 places, rouler à 90 km/h. La voiture, on connaît tous, donc je ne redécris pas. Et le quadricycle léger, c'est ce qu'on appelle les voitures sans permis, qui sont limitées à 45, donc plus restrictives. Et en se mettant aujourd'hui à cheval un petit peu entre ces deux catégories, c'est aussi pour demain pouvoir rayonner plus facilement sur les catégories supérieures ou inférieures en déclinant les véhicules. D'où le nom un peu Avatar aussi. D'accord, je vois. Oui, du coup, ça permet d'avoir un peu comme actuellement les motos, donc on va avoir deux permis, de pouvoir brider le même véhicule pour pouvoir respecter, donc pour rentrer dans la catégorie un peu voiture sans permis, qui est très à la mode actuellement dans les petites villes, etc., qui permet
aux jeunes d'éviter les scooters et d'être un peu plus en sécurité et en même temps avoir une mobilité pour ceux qui n'habitent effectivement pas en plein centre-ville ou qui n'ont pas les moyens de transport qu'on pourrait avoir dans une grande ville, et en même temps d'offrir un moyen de transport quand même qui va jusqu'à 90 km/h, qui est quand même déjà assez important et qui permet de se déplacer partout, parce que les routes à part autoroute sont limitées à 80 en France, donc ça permettrait de voyager entièrement dans toute la France sur des moyens qui seraient sûrs, écologiques, économiques aussi en termes de conception, d'utilisation et de recyclage, je me doute. Est-ce que vous avez déjà prévu d'ailleurs cette partie un peu, ça vous avez prévu la partie construction, la partie utilisation, donc la consommation pas trop élevée, l'aérodynamisme, etc. du véhicule, mais est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à cette partie un peu recyclage de ce véhicule, le jour où il sera plus utilisable, bien entendu? Alors, chaque partie, chaque composant du véhicule sera recyclable. En fait, il y a beaucoup de pièces plastiques, thermoplastiques. Le plastique est assez décrié, mais en fait, il est assez génial pour ça. C'est qu'on peut le recycler presque à l'infini, un peu comme du verre ou de l'acier. Donc, bien utilisé, c'est quelque chose de fantastique. Et voilà, tous les composants, le châssis en acier, les pneumatiques. On discutait tout récemment avec Michelin, par exemple, pour rechaper les pneus et faire qu'ils aient une vie multipliée par 4, 5, etc. Donc, avec des installations locales, là aussi, sans aller recourir aux besoins d'une grande usine. Pareil sur les batteries. Il y a des batteries qui sont mises au rebut quand elles sont qu'à 70% de leur capacité, simplement parce qu'il y a quelques cellules qui ne sont plus fonctionnelles. En fait, si on arrive à créer une filière, et ça existe déjà, de sélection des cellules qui sont encore bonnes pour refaire une nouvelle batterie à partir peut-être de 2 ou 3 batteries mises au rebut, on recycle et on repart. Et tous les composants sont pensés un peu dans cet esprit-là. Très bien. On ne sera pas parfait du premier coup, on fera même quelques concessions, mais la volonté est là. C'est déjà ça. C'est déjà un grand pas en avant quand on voit les véhicules qu'on utilise aujourd'hui. Il ne faut pas tout de suite se dire qu'on va voir la voiture qui n'aura aucun déchet, qui ne va consommer absolument rien et qui va nous téléporter à l'autre bout du monde. Mais c'est déjà une grosse démarche et un gros pas en avant pour déjà changer un peu les idées, se dire qu'on a d'autres choix possibles, mais aussi du coup découvrir ces nouveaux choix qui nous sont disponibles. Et vous faites bien de parler de pas en avant. Il faut bien réaliser que le moindre pas que l'on fait dépense de l'énergie. Donc on peut le faire d'ailleurs de façon plus efficiente, et un vélo dépense plutôt moins d'énergie qu'un piéton, et un véhicule électrique, tel qu'on l'imagine nous, assez peu aussi. Ok, merci beaucoup de votre participation. On mettra bien sûr en lien le site internet du coup de ce projet Avatar, qui est quand même très intéressant, ainsi que différents réseaux sur lesquels vous communiquez sur l'avancement de la maquette du coup au sein du Fab Lab de l'école. Parce que c'est aussi intéressant, je pense que les gens voient cette maquette qui est assez impressionnante pour avoir déjà roulé dedans et la voir se construire au fur et à mesure de notre cycle. Parce que ça fait quand même quelques temps maintenant qu'on peut suivre l'avancement de ce projet. Et puis je vais laisser la parole à Charlie qui... Bon, eh bien, déjà merci de nous avoir présenté votre projet aujourd'hui. Merci d'être venu et d'avoir accepté bénévolement de participer à notre petite émission, malgré les problèmes techniques qu'on a pu avoir. Est-ce que vous aviez un petit mot que vous vouliez passer avant de quitter le plateau ? Non, déjà un grand merci à vous. Et puis si, le petit mot, c'est revenez au printemps avec le nouveau prototype pour le tester. Et vous verrez l'évolution. Merci à tous, en tout cas, et à toutes vos équipes. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, content de vous revoir. On se retrouve donc pour la deuxième partie de l'émission. Alors, cette fois-ci, ça va être sur le thème de l'énergie, plus principalement sur l'énergie nucléaire qui fait beaucoup débat en ce moment, puisqu'on parle d'attribuer en fait un label vert, ce même label vert qu'on retrouve sur les énergies renouvelables en fait, telles que les panneaux solaires, les éoliennes, les énergies géothermiques ou encore les barrages. Et donc nous allons aujourd'hui avoir un intervenant un peu spécialiste de la question qui va pouvoir nous aiguiller et avec qui nous allons pouvoir discuter sur cette fameuse question. Et donc nous allons accueillir aujourd'hui Frédéric Teillet.
Bonjour. Et donc Romain Schmitt qui sera là pour poser les différentes questions donc à l'intervenant. Tout d'abord, bonjour et merci d'être là. Ben, merci à vous. Bienvenue. On va commencer par une petite présentation, donc je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs. Sur Donc votre parcours. Frédéric Tellier, je travaille dans le milieu de l'énergie au niveau d'un distributeur d'électricité et j'ai travaillé pendant 8 ans en centrale nucléaire. Si on pousse un peu plus, vous pouvez détailler un petit peu plus le parcours Alors oui, j'ai travaillé sur les machines tournantes et la cuve du réacteur, donc ouverture des cœurs de réacteur. Après, je suis passé au niveau de la distribution au niveau territorial et après, maintenant, je suis rendu au niveau de la distribution du privé. Ok, très bien. Merci. On va attaquer le sujet du coup. Donc comme tu as dit Charlie en introduction, le nucléaire c'est au cœur des débats en ce moment en Europe, donc avec ce fameux label vert. Mais avant de parler donc, de ce label vert, on va d'abord poser la question, qu'est-ce que c'est l'énergie nucléaire? Est-ce que vous pouvez plus nous expliquer? L'énergie nucléaire, c'est à partir d'une fission d'atomes. On chauffe de l'eau. Cette eau-là se transforme. Après, il faut rentrer un peu dans le détail. Se transforme en vapeur. Cette vapeur est mise dans une turbine et qui fait tourner un alternateur. Et par rapport à l'alternateur, on crée de l'énergie, on crée de l'électricité. Donc ça va être tout simplement des atomes qui vont être excités, qui vont produire de la chaleur, faire s'évaporer de l'eau, faire tourner des turbines et créer de l'énergie. Je simplifie énormément, On est bien d'accord. mais c'est histoire que tout le monde puisse saisir. Oui, c'est bien ça. Donc ok. Donc de retour au label vert. Pour ce qui est du coup du label vert, la France voudrait souhaiter donc, faire passer cette énergie nucléaire en label vert. Et du coup, pour ce faire, là, donc, des pays qui sont contre, qui sont donc, de manière générale l'Allemagne, le Danemark, le Luxembourg et quelques d'autres. Mais surtout des pays de l'Est aussi qui sont pour cet label vert et qui soutiennent la France. Donc je peux citer la Pologne, la République tchèque et la Roumanie. Est-ce que pour vous l'énergie nucléaire devrait-elle considérée comme un label vert? Devrait-elle l'avoir? Pour moi, oui, l'énergie nucléaire, c'est à la limite la seule énergie vraiment verte qu'on ait avec, on va dire, le solaire. Quand on prend de l'éolien ou autre, c'est quelque chose qui n'est pas stable au niveau production d'énergie. Et en plus, quand on voit la pollution que ça peut représenter au niveau construction d'une éolienne, voilà, le nucléaire, c'est relativement propre. Mis à part les déchets et le problème qu'on a au niveau du nucléaire, c'est surtout sur la durée de vie des déchets, parce qu'on est sur des déchets qui durent à peu près jusqu'à 10 000 ans. Donc c'est le gros hic et c'est la grosse polémique. Et en plus sur le principe où le nucléaire paraît dangereux. Mais après, toute personne qui est intéressée peut visiter une centrale nucléaire et se rendre compte que c'est pas si dangereux que ça et que c'est ni plus ni moins qu'une grosse usine, on va dire. Après, en parlant des risques, on peut prendre en exemple Fukushima, pas si longtemps, Tchernobyl, des événements qui marquent les esprits quand même. Alors, sur Tchernobyl, on peut parler d'une technologie différente de ce qui est utilisé en France. Parce que, à titre d'exemple, en France, on utilise des barres de combustible qu'on tire pour justement augmenter la puissance. Sur ce principe-là, il fallait descendre les barres en Russie. Donc le principe, ce qu'il y a eu, c'est qu'en gros les barres sont tombées et du coup après pour arrêter le système c'est compliqué. Alors qu'en France, si les barres tombent, on arrête la réaction. Ça coupe le système en fait. Ça coupe le système. Et après Fukushima, il faut penser que c'est les privés qui ont ça. Aujourd'hui, le nucléaire français, tant qu'il est détenu par l'État, il y a très peu de risques. Enfin, à ma vision. Pour moi, c'est très peu risqué tant que l'État est dedans. Le jour où il y a des privés dedans, on changera de la donne parce qu'il y aura des notions de rentabilité qui vont rentrer en ligne de compte, qui ne doivent pas rentrer en ligne de compte dans le nucléaire. Okay. Mais du coup, pour revenir aussi à la question de l'éolienne et de l'énergie solaire, donc une centrale nucléaire en France, ça à peu près c'est 40 000 foyers en énergie qui est donc qui est produit par une centrale nucléaire. Et à contrario, par exemple, une éolienne qui est bien placée, elle, ça va être 2300. 2300, ouais. Ouais, 2300 foyers qui vont être alimentés, donc ce qui est égal à peu près à
270 éoliennes qui est égal pour une centrale nucléaire. Pour vous, le choix doit être quoi? Plutôt avoir 270 éoliennes, Attends, c'était 170. 170, pardon. 170 éoliennes ou bien une centrale nucléaire? Moi, mon choix est vite fait. Je suis partisan du nucléaire là-dessus. Une centrale nucléaire, on prend, on va dire, un terrain de foot ou 2 terrains de foot, on arrive à peu près à loger un réacteur. Pour loger 170 éoliennes, surtout avec les éoliennes actuelles qui font 120 mètres de haut avec des pales qui font 60 mètres, on est sur des surfaces beaucoup plus importantes. Et en sachant les tonnes de béton qu'on injecte pour pouvoir maintenir les éoliennes. Donc là-dessus, oui, moi personnellement, je suis partisan du nucléaire. Et à comparaison avec l'énergie solaire, qui, par exemple, je sais que récemment, il y a eu des parcs éoliens qui ont été construits dans le désert du Sahara, qui a pour but d'alimenter aussi du coup l'Europe avec cette énergie solaire. Est-ce que c'est aussi une solution viable sur le futur? Le solaire, pour moi, oui, c'est viable. Après, il faut voir aussi la surface que ça prend. Parce que c'est toujours pareil, hein. Dans le désert, on peut à la limite faire 10 000 mètres carrés, on va dire, de solaire. Essayer de les mettre en France pour avoir à peu près les mêmes consommations, en sachant qu'aujourd'hui, les panneaux ont une rentabilité, je sais pas, on va dire qu'un mètre carré, ça fait à peu près 150 watts. Maintenant, avec les nouveaux, on doit sûrement arriver à beaucoup plus. Mais c'est quand même relativement limité. Et en plus, vous avez du courant que la journée. La nuit, quand il n'y a pas de soleil, vous n'avez pas d'électricité. Journée ensoleillée d'autant plus. Donc faut pas l'installer en Bretagne. Ah, si, on peut les installer en Bretagne parce que c'est une question de luminosité, c'est pas une question de soleil par lui-même. Ok. Ok, bah on va passer à la prochaine. Du coup, on va revenir un peu plus sur le sujet de la centrale nucléaire. Donc aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle de la fission. Donc on sépare les atomes et l'objectif pour les 30-40 prochaines années, c'est la fusion. Mhm. Mais en attendant qu'on arrive à développer cette nouvelle Technologie. Hein. technologie, on peut dire technologie, oui, qui n'est pas encore prête actuellement. Pour vous, ce serait quoi pour la France le meilleur plan à adapter? Rester et développer encore plus les centrales nucléaires, tenter d'avoir les énergies renouvelables, ou bien attendre la fusion et rester dans l'état qu'on est? Alors, la question a plusieurs côtés. Là, il y a un plan qui a été lancé pour la relance de centrales nucléaires. Pour moi, c'est une très bonne chose, parce qu'au vu des augmentations de consommation d'énergie qu'il y a actuellement, le seul moyen de combler ces demandes, c'est de construire des réacteurs qui vont pouvoir produire beaucoup d'énergie. L'éolien aujourd'hui, les meilleures éoliennes font 6 MW. Aujourd'hui, on parle de centrales nucléaires qui font entre 900 et 1800 MW. Donc la proportion est totalement différente. De surcroît, si on veut pouvoir, avec les véhicules électriques, avec tout ça, subvenir à nos besoins, l'éolienne, il faut savoir une chose. À chaque fois qu'on construit une éolienne, on est obligé de construire l'équivalent en moyen thermique, parce que l'éolienne fonctionne, on va dire, que quand il y a du vent et rarement. Quand on prend, on va dire, une courbe, si on prenait une courbe, on va dire, pour la production d'électricité d'une éolienne, on serait constamment à faire des hauts et des bas. Donc, chez vous, ou même ici, si on veut être alimenté correctement, il faut une énergie qui soit stable. Là, aujourd'hui, si on était avec un coup du jus, un coup pas de jus, on ne se parlerait pas. Ou on serait pas, justement... On pourrait pas être en live. Enfin, on n'est se faire pas en live. Donc c'est aussi le problème qu'il y a avec l'éolien, c'est surtout, on va dire, du politiquement correct aujourd'hui, ce qu'on fait avec l'éolien. Parce que personne ne vous dit que quand on construit une éolienne, on construit un moyen de production thermique équivalent. Donc quand vous construisez 170 éoliennes, vous avez besoin de construire une centrale qui va faire l'équivalent de 170 éoliennes. Pour pouvoir justement avoir un système qui est lissé. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est un peu ça. A contrario, le solaire, à la limite, est plus stable. Mais le problème, c'est qu'on
On a du mal déjà pour l'instant à stocker, donc maintenant ça se fait de plus en plus. Il y a des batteries maintenant d'1 mégawatt qui se font et qui se posent sur des réseaux électriques. On a l'exemple à Ferrières, pas très loin d'ici. Il y a une batterie qui fait 1 mégawatt qui est posée, qui est sur le réseau de distribution. Ok. Donc c'est des bonnes choses, mais il faut pouvoir stocker tout ça. Et pour l'instant, on n'est qu'à 1 mégawatt. Donc avoir en combinaison augmenter les centrales nucléaires et quand même essayer de développer les énergies renouvelables, pour vous c'est la meilleure solution. C'est ça. Moi, de ma vision et à l'heure actuelle. Par rapport à ce que vous parliez tout à l'heure, au niveau de la fusion, on va dire, là, vous êtes un peu optimiste sur les 30 ans. Moi, je dirais dans les 50 à 80 ans. Pour avoir quelque chose d'industrialisable. Oui, je pense que pour les 30-40 ans, ça sera plus un premier prototype qui permettra de tirer des conclusions. C'est Parce ça. que là, on note principalement, par exemple, ITER qui est en construction en France avec son réacteur Tomahawk, qui donc sera le premier réel réacteur à fusion français, qui sera fait pour la production d'énergie. Il vient tout juste de recevoir son premier anneau d'aimant. Oui. Donc Et il c'est en est encore loin de pouvoir produire de l'énergie avec Oui. ce nouveau réacteur. Et ce réacteur-là, ITER, c'est de l'expérimental pour l'instant. Il ne faut Ça pas reste de oublier. l'expérimental. Parce qu'on avait quelques chiffres là, si tu peux peut-être les sortir. Ouais, ils sont Tiens, dans ma attends. poche. Hop. On a du coup, aux États-Unis, on a un record de 510 millions de degrés détenu par le réacteur américain Ouais. et un record français du réacteur qui a réussi à maintenir pendant 6 minutes et 30 secondes. Voilà. Donc on est quand même encore loin d'avoir un résultat suffisant, surtout qu'on va produire énormément d'énergie rapidement et comme tu le disais, il va falloir le stocker après. Et ça, c'est une autre problématique. C'est ça. En sachant que avec le principe de fusion là, que vous parliez, c'est quand même un champ magnétique qui doit maintenir ce magma en ébullition. Hein. Donc c'est des choses qui vont être très compliquées à faire. C'est pour ça que quand vous dites 30 ans et que moi je dis 50 à 80, pour l'industrialisation, voilà, je pensais pas être trop loin. Ok, je vois. Moi, j'aurais une autre problématique aussi à apporter. Oui. Du coup, ce serait le transport et aussi le stockage, parce que j'ai un souvenir d'avoir vu ça, mais il y a quelques années, c'est peut-être plus vrai, mais qu'il avait une perte de 50% entre le foyer et entre la centrale nucléaire. C'est peut-être un faux chiffre. Alors Il y a quand non, on n'en est pas à ce point-là. C'est bien pour ça que en sortie de centrale nucléaire, vous obtenez du 24 000 volts. Pour le transporter sur le réseau de transport, il passe en 400 000 volts. Donc justement pour éviter ces pertes calorifiques. Et après justement, c'est pour ça qu'on a des postes sources un peu partout en France, qui eux redivisent après du 400 000 en 225 000 ou en 90 000, et qui arrivent chez on va dire, pour alimenter les grosses villes en 20 000, en 15 000 ou en 20 000. Et à partir de là, c'est distribué après en 300, en 400 ou en 230 chez les clients. Donc on monte la tension pour justement éviter ces pertes calorifiques. Ok. Et pour ce qui est du stockage, comme on en a dit pour les panneaux solaires, c'est donc une problématique qui est en train de s'améliorer. Mais pour vous, d'ici, on va dire sur le court terme, sur d'ici 10-15 années, est-ce que ça va vraiment une nette amélioration ou bien on va encore avoir ce problème de stockage? On va toujours avoir ce problème de stockage. On est pour l'instant tous en train de vouloir essayer d'avoir les meilleures batteries possibles. Ce principe-là, il faut avoir les ressources pour créer ces batteries-là. Actuellement, avec la crise du Covid, on a eu pas mal de soucis avec l'approvisionnement en matériaux. Et pour l'instant, ce qui permet de construire des batteries, c'est pas quelque chose d'inépuisable. C'est quand même des terres rares. On parle C'est des terres rares, c'est des choses comme ça. C'est de... quand même des choses qui sont un peu compliquées à extraire. Et nocives aussi. Nocives aussi, oui. Et voilà, comme je vous disais, c'est pas, on pourra pas faire ça éternellement. Donc il va falloir trouver des nouveaux systèmes. Et actuellement, vu la consommation à la limite d'électricité qu'il y a, c'est vrai que le stockage, c'est pas, on va dire, une priorité pour moi. Bon, je pense qu'on a fait le tour de quelques questions. Oui. Donc je tenais à vous remercier d'être déjà venu aujourd'hui bénévolement pour nous présenter et pour répondre à nos questions, surtout d'être venu à ce premier événement de la ville durable. Avec plaisir, merci. Est-ce que vous avez un petit mot que vous voudriez passer avant de partir ? Non, pas spécialement. Je vous remercie, vous, de m'avoir invité.
Vous n'êtes Puis pas un bon- tous obligés de dire ça. Hein, Et je tiens puis à préciser. un bon courage pour votre diplôme en fin d'année. Bon, et ben merci beaucoup. Et bonne Merci à journée vous. à vous. Merci. Et rebonjour, du coup, après cette courte pause, on se retrouve pour la dernière partie de cet événement qui, cette fois, va être sur le thème des déchets et principalement sur leur valorisation, en fait, sur la façon dont on pourrait réutiliser et penser les objets aussi pour utiliser moins de déchets. Alors, pour parler de cette thématique, aujourd'hui, nous allons accueillir T-Waste en la personne de Mathieu et Aurélien qui vont pouvoir nous rejoindre maintenant sur le plateau. Bonjour. Et aussi de Adrien qui va nous rejoindre ici pour poser les différentes questions sur le thème du coup des déchets. Bonjour Adrien. Alors déjà merci d'être venu, bienvenue. Bah, merci à vous. Donc T-Waste, qu'est-ce que c'est? Alors, T-West, c'est un site d'annonce qui est destiné uniquement aux professionnels, à toutes les organisations. Et qui, donc en fait, c'est un site d'annonce qui permet donc à tous les professionnels de poster ce dont ils n'ont plus besoin, que ce soit des produits ou des matières, afin de pouvoir trouver un repreneur. Donc ils postent des annonces de proposition, ou à l'inverse, de poster des annonces de recherche pour pouvoir dire qu'ils savent valoriser certains produits ou certaines matières, qu'ils ont besoin de quelque chose, et pouvoir faire matcher et de faire matcher l'offre et la demande, en quelque sorte. Ok, bah, c'est un court résumé mais qui explique bien du coup votre application, site web. Site web d'accord. en responsive sur les téléphones. Ok, Et application, on espère, à la fin de cette année, si tout se passe bien. bon bah parfait alors. Bon bah maintenant je te laisse la parole. Merci Charlie. Du coup, pour commencer, Mathieu Aurélien, est-ce que vous pourriez vous présenter, puis présenter un petit peu ce que vous faites dans la vie et comment vous en êtes arrivé là? Je commence du coup, Aurélien? Vas-y, Mathieu. Ouais, ça marche. Du coup, je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans. J'ai fait des études de commerce à Bordeaux. Et après, par conviction écologique, je me suis engagé professionnellement dans le secteur de recyclage de déchets industriels. Et après, j'ai voulu aller un peu plus loin dans la démarche et me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint le projet T-Waste avec Aurélien. Et donc Aurélien, cofondateur de T-West. Donc moi, un parcours un peu plus atypique. J'ai terminé mes études dans une université en Asie, où je suis resté, c'était à Taïwan. Et du coup, je suis resté, j'ai ouvert un restaurant français breton, où je suis resté du coup quelques années. À Taïwan, en effet. C'est pas mal ça. En effet. Et après, du coup, je suis rentré en France et j'ai pu intégrer les directions innovation d'entreprises comme EDF, puis une entreprise de restauration collective, Elior, où je suis resté quelques années à la direction de l'innovation. Très intéressant. Et ensuite, du coup, il y a 2 ans, je me suis lancé dans cette aventure entrepreneuriale. Et quel a été le déclic de se dire on passe de tout ça là? Pourquoi passer du restaurant puis ensuite à l'innovation et maintenant T-Waste? Parce que là on a entendu que du coup c'était une conviction de faire de l'écologie et toi qu'est-ce qui t'a motivé? Alors moi j'avais déjà eu un projet entrepreneurial au tout début qui était en fait un cendrier intelligent qui permettait de recycler les mégots de cigarettes. Donc j'avais déjà cette envie entrepreneuriale dans les projets à impact environnemental. Et ensuite après le restaurant, je triais déjà les biodéchets, on en faisait déjà du compost, etc. Donc ça a toujours été un peu l'ADN. Et après T-West est venu de par la discussion avec un ami qui justement est l'un des cofondateurs de T-West et qui lui aussi ne savait pas trop, qui s'est dit mais j'ai des choses dont je n'ai plus l'utilité, qu'est-ce que j'en fais? J'ai pas vraiment de solution. Et là on a commencé à réfléchir à T-West. Ok, intéressant. Alors pour pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet, du coup sur le thème des ressources, on va aborder dans un premier temps les déchets. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, nous donner quelques chiffres peut-être sur qui produit le plus de déchets par exemple en France? Ouais, alors du coup je vais vous donner 3 chiffres. Tout d'abord les ménages, donc vous, nous, tout un chacun. Les ménages produisent 10% des déchets produits en France. Ensuite, les DAE, ce qu'on appelle les déchets d'activité économique, donc les entreprises, les industries hors BTP produisent 20%. Et ensuite, le BTP produit 70% des déchets. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie, c'est le BTP. Ouais, exactement, le BTP qui est producteur colossal en termes de volume. Bon, pour qu'on ait un peu les ordres de grandeur,
en poids que ça peut représenter. Donc pour les 10% des ménages, ça représente à l'échelle de la France 39 millions de tonnes de déchets par an, ce qui fait 580 kg de déchets par habitant. Donc c'est à peu près ce qui se retrouve dans les poubelles de chacun, donc les poubelles noires. Pour les déchets d'activité économique, on est sur 63 millions de tonnes. Donc c'est quand même des chiffres énormes. Et pour le bâtiment, là, on monte à 223 millions de tonnes. Donc c'est des chiffres assez conséquents, mais c'est pas pour rien que le BTP représente autant en volume et que c'est un peu surprenant. Aurélien, est-ce que tu peux nous dire un peu Oui, pourquoi? c'est parce qu'en fait, tout simplement, le BTP, c'est la construction et souvent les déchets, c'est du gravat, du remblai. Donc en fait, ça pèse lourd. Ça pèse lourd, tout simplement. C'est des grosses quantités. Quoi. Exactement. Okay. Donc c'est pour ça que le BTP représente une grosse part dans ce pourcentage-là. Et alors du coup, pour ces déchets, comment est-ce qu'on pourrait faire pour les transformer justement en ressources? Et ben voilà, c'est tout le but de T-West. L'objectif, c'est d'essayer justement en fait, ça fait partie de l'économie circulaire en fait. Si on peut reprendre peut-être déjà le concept un peu d'économie circulaire. L'économie circulaire vient en opposition à l'économie linéaire. Donc de base, l'économie linéaire, qu'est-ce que c'est? C'est extraire les matières, les transformer, donc les fabriquer, les consommer et les jeter. Donc ça c'est la base, c'est l'économie linéaire. Et du coup vient en opposition l'économie circulaire, où l'objectif c'est d'essayer de moins extraire, quand on a produit, d'utiliser au maximum les produits le plus longtemps possible. Et après, quand on a terminé de les utiliser, de pouvoir les réintroduire dans la boucle et donc du coup d'essayer de les recycler quand ils sont vraiment plus utilisables. Et voilà, et donc c'est ça l'économie circulaire. L'objectif c'est d'essayer d'utiliser le moins de ressources possible et quand on les utilise, d'en allonger au maximum la durée de vie. Donc juste pour remettre sur le concept et donc du coup l'objectif c'est pour à chaque fois à chaque matière, chaque produit quand on en a plus besoin, d'essayer de trouver un repreneur. Et donc c'est pour ça qu'on a fait T-West, pour essayer de poster des annonces, parce qu'en fait des fois nous on en a plus besoin, mais peut-être que quelqu'un d'autre peut en avoir besoin. Voilà. Vous auriez un petit exemple là, d'un objet qui pourrait se transformer sur un chemin très court, par exemple, oui. juste pour donner un petit exemple comme ça. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, on pourrait tout prendre. Moi, je peux peut-être vous donner les exemples. J'étais en avance sur ce qui a été préparé. Bon, alors, je m'arrête là. Hop, on coupe. Alors, je vous laisse reprendre. J'étais un petit peu en avance sur ce que vous vouliez dire. Allez-y. Non, mais moi, je peux donner un exemple très simple. Et du coup, les palettes, par exemple. Les palettes, souvent, ce qui se passe, c'est que les entreprises qui n'ont pas assez de quantité qui jettent pas assez de quantité de palettes, elles n'intéressent pas forcément ceux qui viennent collecter les palettes pour les réemployer, parce qu'en fait ça coûterait trop cher de venir faire de la logistique. Et ben du coup ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre une photo des palettes, les poster sur le site, et peut-être qu'il y a une entreprise à côté qui elle en fait habituellement achète les palettes, là peut-être qu'elle peut les récupérer pour les réutiliser. Voilà, un exemple simple. Ouais, et pour donner un autre exemple, donc on discutait avec Adrien avant la réunion et on faisait le constat qu'il y avait plein de pratiques un peu de la génération deux générations avant la nôtre, celle de nos grands-parents, plein de pratiques qui découlaient du bon sens. Donc là on peut prendre l'exemple des bouteilles de verre qui étaient consignées, qui est une pratique qu'on a perdue, qui est un peu un geste de base de l'économie circulaire, qui consiste à, au lieu de changer le contenant pour quelque chose de plus léger et plus facile à transporter, qui est du plastique, en fait non, il faut repartir sur un contenant en verre qu'on peut relaver et qu'on peut utiliser à l'infini. Système qui est encore en fonctionnement en Allemagne par exemple, qui est très utilisé. En Allemagne, ouais. Et qui en France n'est que l'initiative qui est isolée sur des initiatives associatives et entrepreneuriales, mais c'est des projets qui méritent d'être portés un peu plus. Donc ça, c'est vraiment de l'économie circulaire pure. Et pourquoi on parle beaucoup d'économie circulaire aujourd'hui? C'est parce que avec la tension qu'il y a sur les ressources, on a besoin de sortir de cette économie linéaire là, dont tu nous as parlé, Aurélien, et de réussir à réintégrer ces pratiques, mais dans une économie complexifiée, mondialisée, avec une consommation. On sait qu'on ne pourra pas revenir au mode de vie d'avant, mais en même temps, il y a des pratiques qu'il faut réussir à réintégrer. C'est pour ça que l'économie circulaire, c'est simple en théorie, mais difficile en pratique. C'est pour ça qu'il y a plein d'initiatives autour de ça et de la politique aussi qui s'y met.
Surtout aussi un peu de rééducation au niveau des personnes, parce qu'on était habitué à acheter, je sais pas, nos canettes, nos bouteilles, à les jeter directement, et à pas se Ouais, poser la complètement, question de bah non, en fait, ça pollue, non, j'ai d'autres possibilités, j'ai d'autres solutions. Et donc c'est vrai qu'il faudrait revenir à ces bonnes vieilles méthodes où on fait pas grand chose de plus, et pourtant on fait du bien à la planète, quoi. Exactement. Puis justement, en parlant de ça, on en voit de plus en plus, notamment à la télé, les pubs du gouvernement qui parlent des 5 R. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ce que sont les 5 R? Alors les 5 R, c'est quelque chose que l'on devrait tous intégrer. C'est d'abord donc refuser. Quand on nous propose quelque chose dont on n'a pas besoin, peut-être un emballage, un sac plastique à la boulangerie ou ailleurs. Des bouteilles d'eau en plastique, par Des exemple. bouteilles d'eau en plastique, Alors qu'on peut exactement. avoir une gourde, quand on a notre simplement. gourde. On va être franc, hein, on avait prévu des bouteilles d'eau. Voilà, on a trouvé que ça faisait pas, c'était pas très sérieux, alors on les a retirées du plateau. Mais c'est pour dire, nous aussi, on n'est pas parfait. Hein, c'est un bon exemple. Hein, on avait pris des bouteilles d'eau alors qu'on aurait pu très bien prendre des bouteilles en verre. Voilà, ou des gourdes, où chacun des sa gourdes. gourde. Mais il y en a un peu partout, là, on les voit pas, mais on a tous notre gourde, voilà. Bien joué. Mais voilà, mais la gourde, c'est quelque chose qui peut être là, j'en vois une. C'est vraiment le début de quelque chose. On a tous notre gourde et comme ça, on n'a pas besoin d'avoir un contenant. D'avoir des contenants jetables. Donc voilà, donc ça c'est refuser. C'est refuser les choses qu'on nous propose. Ensuite, c'est réduire, le deuxième R. Donc là, c'est se poser la question. Nous, on a des habitudes d'achat. Ah bah tiens, j'achète parce que c'est pas cher, j'achète parce que c'est soldé. Mais du coup, c'est très important de se poser la question si on a vraiment besoin de la chose avant de l'acheter. Et donc se poser la question si on peut pas faire déjà avec ce qu'on a, si c'est pas juste gadget ou superficiel ce qu'on prévoit d'acheter. Donc ça, c'est une démarche importante aussi, donc deuxième R. ouais, le troisième R, du coup, c'est réemployer, réutiliser, réparer. Donc les trois mots sont importants, c'est le même R. Hein. Réemployer, c'est-à-dire qu'on le réemploie pour la même fonction. Réutiliser, c'est qu'on le réutilise pour une fonction qui est différente. Par exemple, faire des pots de fleurs avec des palettes. C'est plus une palette, mais ça devient des pots de fleurs. Ou également réparer. Réparer pour pouvoir allonger la durée de vie du produit. Donc ça, c'est le troisième R. Ouais, juste en complément sur ce troisième R. Donc il y a une forte avancée au niveau du gouvernement et des politiques publiques sur les politiques pour réparer. Donc vous voyez que les durées de garantie des produits pour lutter contre l'obsolescence programmée s'allongent. Il y a un indice de réparabilité qui est sorti porté par l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique, qui a été mis en place l'année dernière sur quelques produits pilotes, notamment les smartphones. Donc pour forcer les consommateurs à ne pas faire des produits qui vont périmer et qui ne sont pas réparables, mais pour garantir la disponibilité des pièces détachées. Et ça, c'est hyper important de donner les moyens aux consommateurs d'allonger, comme tu disais, la durée de vie au maximum et la durée d'usage de son produit. C'est intéressant que tu parles du coup des smartphones, parce qu'en fait on parlait tout à l'heure de l'économie linéaire qui était d'extraire. Pour les smartphones, on a besoin beaucoup de terres rares pour fabriquer les smartphones, et en fait tout ce qui est gestion des déchets, ressources, ça va surtout être lié à la tension qui va exister en fait sur les ressources. Et en fait les terres rares, c'est une des premières tensions qui va exister. Il va en manquer, terres rares. Voilà. Et donc du coup c'est pour ça que l'objectif c'est d'essayer de créer des produits qui durent le maximum pour qu'on ait moins à extraire après, quoi. Après réparer, on a recycler. S'il arrive en quatrième, c'est pas anodin. Donc recycler, ça veut dire en fin de vie, s'il y avait un produit en plastique, on va en refaire de la matière vierge. Donc recycler, c'est un peu un mot généraliste, mais la définition technique, c'est refaire de la matière première. Donc à différencier du réemploi. Et pourquoi il arrive qu'en quatrième? Parce qu'il est important à faire également. Donc c'est mieux que d'enfouir ou d'incinérer, de recycler. Mais c'est un processus très énergivore. Et on s'en sortira pas en termes de crise de ressources dans le futur si on compte uniquement sur le recyclage. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête aussi. Voilà, et du coup, faut pas l'économie circulaire n'est pas simplement reliée au mot recyclage. C'est vraiment un concept. Ça englobe énormément de concepts et de Exactement. techniques en fait qui peuvent être mis en place pour réduire ces déchets en fait. Exactement. Et donc du coup, le dernier R, qui est en fait rendre à la terre pour tout ce qui est biodéchets, donc tout ce qui est organique. En fait, ça a pas de sens de le jeter dans nos poubelles classiques. Voilà, l'objectif c'est d'essayer de le rendre à la terre pour pouvoir faire la boucle complète.
Alors tout à l'heure Mathieu, tu étais en train de parler du gouvernement qui mettait en place certaines choses. Est-ce que concrètement il y a des lois qui sont mises en place ou qui vont l'être? Alors oui, donc il faut bien avoir en tête que les entreprises ne font pas forcément d'initiatives environnementales toutes seules, donc le gouvernement, c'est le levier principal pour engager des démarches d'économie circulaire. Il y a une loi capitale qui est sortie en 2015, qui est la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, qui permet de faire accélérer les choses et de fixer des nouveaux objectifs. Donc parmi les lois importantes pour les entreprises, il y a le décret 5 flux, qui oblige toutes les entreprises à trier à la source 5 flux, donc le verre, le plastique, le carton papier, qui est dans la même famille, le métal et le bois. Pour les secteurs du bâtiment, il y a 2 flux supplémentaires qui sont le plâtre et les matières minérales, donc c'est-à-dire tout ce qui est béton, briques, tout ça. Donc ça, c'est le décret 5 flux pour les entreprises. Il y a en plus une taxe qui s'applique lorsqu'on envoie du DIB, donc du déchet industriel banal, nous on appelle tout venant quand vous allez à la déchetterie. Quand il est envoyé en enfouissement ou en incinération, il y a une taxe, donc la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, qui vise à inciter justement ces entreprises à trier encore plus à la source. Donc cette taxe actuellement, elle est de 37 € par tonne pour envoyer du DIB en enfouissement, et le gouvernement l'a fait monter chaque année et ça va atteindre 65 € la tonne en 2025. Donc ça vise à atteindre des prix prohibitifs pour vraiment dissuader totalement les entreprises d'avoir des matières qui finissent à l'enfouissement. D'autres politiques intéressantes, même s'il y en a plein, il y a celle sur les biodéchets. Donc il y a une loi qui est apparue en 2012 qui oblige les producteurs de matières organiques, là, dont on a parlé, à les mettre en filière de compostage ou méthanisation. En 2012, c'était pour les producteurs d'au moins 120 tonnes de biodéchets par an. C'est énorme. Et ce seuil descend d'année en année pour atteindre, en fait, en 2023, la loi obligera toutes les entreprises qui émettent des biodéchets à les trier. Donc voilà, il y a plein de lois intéressantes. Tu voulais ajouter un complément? Là, je crois que c'est le Grenelle de l'environnement justement qui mettait en avant cette loi-là. Et en effet, les producteurs de biodéchets, de toute façon, c'est tout ce qui est agroalimentaire, les cantines collectives, etc. Et en effet, du coup, au début, c'était les gros producteurs. Et plus ça va aller, plus on va réduire. Et l'objectif, c'est vraiment que tout le monde, c'est rendre à la terre. Donc c'est que tous les restaurants, tous ceux qui produisent des biodéchets, et même les particuliers, puissent justement rendre à la terre. Pour conclure rapidement juste sur les lois, il y a des lois où il y a beaucoup de communication, je pense que tout le monde a pu voir, qui découle de la loi AGEC aussi, c'est sur l'interdiction des plastiques à usage unique, comme la vaisselle en plastique, les pailles, les choses comme ça. En 2022, grosse avancée qui vient de sortir, interdiction pour les entreprises de détruire leurs invendus. Ça, c'est un énorme problème. Ah oui, ça j'en ai pas entendu parler ça. Et enfin, un petit mot sur les filières AREP. Quand vous achetez, ça doit parler à tout le monde, quand vous achetez du matériel électronique par exemple, vous payez une écotaxe de quelques dizaines de centimes. Donc ça va à une filière qu'on appelle REP, responsabilité à élargie du producteur. Donc c'est quelque chose, en France il y en a 12 pour 10 types de produits différents, par exemple sur les pneus, le matériel informatique ou encore les médicaments ou le mobilier. Donc cet argent, les quelques centimes, vont aller à une association qui est un ensemble d'organisations qui a en charge du coup la collecte et la valorisation de tout ce matériel-là. Donc les REP, chaque année, il y a des nouveaux secteurs. Donc par exemple en 2022, ça va concerner les articles de loisirs, les articles de jardinage. Donc vous serez sûrement amené à payer quelques centimes supplémentaires qui vont en fait contribuer directement. Le recyclage est payé dès l'achat. Donc ça c'est quelque chose d'important aussi. Ouais, comme ça, nous, on n'a pas vraiment une charge en plus et on l'a déjà en achetant le produit, c'est déjà pris en charge. Ça garantit son recyclage dès le départ. Et il n'y a pas les personnes qui vont derrière être rebutées en disant oh non, il faut encore que je paye ou il faut que je fasse un pas supplémentaire pour pouvoir accéder à cette démarche, quoi. Okay. Du coup, pour rebondir un peu sur tout ça, tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre projet, donc T-West. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre projet? Alors T-West, donc je l'ai dit initialement, donc c'était un site d'annonce uniquement dédié aux professionnels qui permettait justement de faire matcher l'offre et la demande, de pouvoir poster, pouvoir en fait s'inscrire déjà gratuitement, simplement,
destiné à toutes les organisations, donc que ce soit les petites entreprises, les moyennes, les grandes, les organisations, les hôpitaux, les écoles, tout le monde, toutes les organisations qui n'ont plus besoin de produits ou de matières, de pouvoir poster poster une annonce, c'est simplement le fait de pouvoir qualifier un besoin. Quand on a une problématique, on poste une annonce et on dit moi j'ai cette problématique là, je propose ou je recherche quelque chose. Et donc voilà, donc c'est ça T-West. L'objectif c'est d'essayer de faire matcher ceux qui proposent des choses, donc qui le donnent ou qui le vendent, avec d'autres entreprises qui en ont besoin. Voilà, donc ça c'était initialement, le site internet, et donc du coup toujours dans cet état d'esprit de vouloir allonger la durée de vie des produits, on est en train de développer actuellement d'autres types d'annonces que sont notamment la location et la mise à disposition. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'entreprises qui ont des machines qu'ils utilisent une fois par semaine et qui pourraient les mettre à disposition, les louer. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est en train de travailler pour ajouter très bientôt ce type d'annonce-là de location ou de mise à disposition. Voilà. Ok. Donc, de façon à mettre toutes les personnes qui vont créer des déchets avec les personnes pour qui c'est des matières premières et qui peuvent en avoir besoin. De la même manière qu'une personne qui cherche un nouveau canapé pour son appartement chercherait sur le bon coin pour avoir son nouveau canapé et éviter d'en acheter un. Exactement. C'est moins cher, c'est plus économique et écologique. Exactement. Comme tout un chacun pour les particuliers, d'aller sur Vinted, d'aller sur le bon coin, d'essayer de consommer au maximum de la seconde main. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous donner justement des petits exemples de reprises que vous avez pu faire sur cette économie circulaire ? Tout à fait. Alors du coup, je vais vous donner les exemples des exemples qu'on a réussi à faire au début, qui sont des exemples assez conséquents. Alors la première très belle transaction qu'on avait réussi à faire, c'était l'entreprise Métro, qui avait une convention et en fait qui avait des tabourets en carton pliables sur lesquels les gens s'asseyaient en fait, et donc du coup ils ont utilisé une fois pour la convention et après ils n'en avaient plus besoin. Et donc du coup ça représentait 900 tabourets en carton. Quand même, c'est une sacrée quantité. Voilà, on parlait de 10 palettes. Donc voilà, donc à la base ils voulaient les jeter et en fait on s'est dit non, c'est exactement ce que nous on veut, c'est de pouvoir trouver une solution. Et donc du coup à ce moment-là ils ont posté une annonce sur le site, on les a aidés à trouver un repreneur via l'annonce, et à ce moment-là on a trouvé le Salon Nautique de Paris qui était d'accord parce que 15 jours après se déroulait le Salon Nautique de Paris, et du coup ils étaient intéressés pour récupérer ces tabourets en carton, parce que souvent dans les salons les gens s'assoient par terre parce que voilà. Parce qu'il n'y a pas de place, parce que avoir des chaises c'est trop cher. Voilà, et donc là du coup c'était juste parfait, donc ils ont récupéré ces 900 tabourets en carton et ils les ont réutilisés, et là je sais qu'ils en ont encore en stock et qu'ils les réutilisent. Ok, super, merci beaucoup. Et est-ce que pour finir vous pourriez donner pour les téléspectateurs notamment un exemple de choses à suivre qu'on pourrait tous suivre pour pouvoir réduire l'impact sur nos déchets ? Alors pour moi, on en a déjà parlé, c'est les biodéchets. Tout le monde doit séparer ses biodéchets de la poubelle. Une poubelle, pourquoi est-ce qu'elle sent mauvais ? Pourquoi est-ce qu'elle est humide ? Pourquoi tout ça ? Parce qu'en fait il y a du biodéchet et que le biodéchet fermente. Et donc du coup c'est vraiment une action que tout le monde doit entreprendre, c'est de séparer ses biodéchets de la poubelle pour pouvoir les rendre à la terre et les composter. Si vous allez sur le site de l'agglomération de La Rochelle, il y a une carte. Qui est à l'intérieur qui indique où sont les zones de compostage, et donc du coup je suis sûr qu'à côté de chez vous il y en a, et également du coup pareil sur le site aussi de l'agglomération de La Rochelle, il y a un petit chatbot en bas à droite qui s'appelle Trizy, et en fait où vous pouvez aller sur le chatbot et parler avec le chatbot pour lui mettre par exemple qu'est-ce que je peux faire de mon canapé, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et en fait le chatbot va vous donner tous les conseils pour pouvoir réduire au maximum vos déchets. Mais voilà, mais pour répondre à la question précisément, tout le monde doit séparer ses biodéchets pour les rendre au compost, et comme ça en fait à la fin vous allez jeter des poubelles qui sont toutes légères, vous allez les jeter une fois toutes les 2 semaines parce qu'il y aura que du plastique, que ça sentira pas mauvais, et que voilà, que ça a que des avantages de séparer ses biodéchets. Voilà. Eh bien merci beaucoup. Merci beaucoup déjà Merci à vous, plaisir. Surtout pour l'invitation. Avec grand plaisir. Écoutez, nous on était ravis de vous avoir aujourd'hui, d'avoir votre avis sur ces déchets, sur cette question que tout le monde peut se poser et où tout le monde peut faire quelque chose. Donc merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Bravo pour la démarche en tout cas. Merci. Merci. Call me up out of the bed.
Alors, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'aimerais tout d'abord m'excuser, enfin nous excuser, parce que c'était censé être un live. Malheureusement, l'agglomération a trouvé que c'était exactement la bonne journée pour faire des travaux sur la fibre. Donc, on a tout simplement été coupé juste avant le live. Et donc, on a dû enregistrer cette émission. J'espère que vous avez quand même su l'apprécier. On n'a pas pu vous faire partager les différents quiz qu'on avait préparés bien avant, afin de vous faire participer, afin d'essayer de vous impliquer un petit peu dans l'événement. Mais cependant, je voudrais tout de même vous remercier de nous avoir regardés. Et j'aimerais appeler maintenant toute l'équipe qui a été là, toute la A5 en fait, informatique au saisie de La Rochelle. Faites-leur un big up! Ouais! Allez! Merci à Jules, merci à Zachary, merci à Loïc, merci à Axel, on remercie aussi Romain, on remercie Sylvain, Adrien et Paul qui ont tous participé pour que cet événement soit réalisé aujourd'hui avec l'installation des musiques, des lumières, des logiciels. Un tonnerre d'applaudissements! Salut!